66 migrants ivoiriens, dont des brouteurs et des prostituées, ont été ramenés manu militari vers la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Stupeur à Abidjan, on en parle tout à l'heure. Et aussi, rappelez-vous, Soro Guillaume donc, annonce le retour progressif de ces militants dû à la conversation qu'il avait eue donc, avec le chef de l'État. Nous sommes très heureux. Bon, je suis obligée de dire heureux parce que je suis entourée d'hommes, mais je suis très heureuse avec mes amis de vous souhaiter une excellente fête d'Aïd el-Fitr. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est la fête du Ramadan. Madame, monsieur, bonsoir. Bon repos à vous et bienvenue sur Live TV. On démarre notre plateau avec nos amis qui sont là. Ils ont tenu à ce jour férié, de laisser leur lit douillet et voilà, leurs activités venir. Voilà, vous donner un peu leur point de vue sur l'actualité brûlante de notre pays et d'ailleurs. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bonne fête à vous. Merci. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bonne célébration aussi. Hein? Oui, bien sûr. Daouda, bonsoir, bonne fête. Bonne fête à tous et puis bon. Même allez. si on n'a pas été invité, c'est pas bien grave. Non, vous ne serez pas invité parce que pendant la Pâques, Élisée ne m'a pas invité. Donc C'est je n'ai terrible. décidé de n'inviter personne chez moi. Vous êtes C'est le terrible. retour à l'envoyeur. C'est la loi du talion. Mais En fait. c'est clair. Voilà, c'est la loi. Mais c'est ton beau. Non, Marius, bonsoir. non, Daouda le dit, mais pourtant il est le plus gentil de tous Bah, ici. franchement, On sera chez lui, c'est- on va bien ouais. manger et puis bon, on va s'amuser. C'est clair. Marius, bonsoir. Bonsoir Christelle. Alors, messieurs, après donc avoir déridé un peu, on revient de façon plus sérieuse. Comment est-ce que vous réagissez justement à ce fait que 66 Ivoiriens soient ramenés vers la Côte d'Ivoire? Ils étaient de façon illégale installés donc, dans une zone du Ghana. Je vais vous retrouver la zone. Ce sont donc des brouteurs, prostituées. Réaction, Daouda? Moi, je pense que l'État ghanéen prend ses responsabilités tout simplement face à des gens qui commettent des actes illicites. C'est cela. Quand on regarde, aujourd'hui, nous-mêmes en Côte d'Ivoire, ici, on lutte contre la cybercriminalité, la prostitution. Vous ne pouvez pas laisser votre pays et aller mener ces actions illicites-là dans le pays des gens. Ils ont le droit de vous rapatrier chez vous. Moi-même, je dis Dieu merci, on vous a rapatrié simplement, mais ça pouvait être la prison, ça pouvait être même arriver même jusqu'à la mort. N'oublions pas qu'il y a des règles de bienséance dans les pays. Et je pense que pour ceux qui ne se rappellent encore, lors de la CAN, la plus belle CAN jamais organisée en Côte d'Ivoire ici, je vais toujours revenir là-dessus, mais est-ce que nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on n'a pas rapatrié une Congolaise qui a tenu des propos Et une Algérienne également. voilà, à l'endroit des Ivoiriens et de l'État de Côte d'Ivoire? Donc si on estime qu'un ressortissant d'un pays qui est chez nous ne veut pas respecter nos règles, la loi donne le droit aux gens de les mettre dehors. Et pour la plupart de ces personnes-là, ne le cachons pas, même s'il y a des gens qui quittent la Côte d'Ivoire pour aller là-bas, il ne faut pas aussi oublier que lors de la crise de 2010, de nombreux Ivoiriens sont allés aussi en exil dans ces pays-là et qui sont restés là-bas pendant des années, qui ont peut-être, ils ont pu mettre pion sur rue aujourd'hui au Ghana. Donc, vous ne pouvez pas vivre chez les gens et puis faire des délits comme ça. Je pense que moi, je salue la responsabilité de l'État ghanéen. Si en Côte d'Ivoire, nous aussi, on voit des gens qui font des choses comme ça, on les prend, on les rapatrie chez eux, purement et simplement. Barry, ils étaient donc installés de façon illégale, il faut dire des immigrants, de façon illégale dans la région de Sekondi-Takoradi. Et voilà, on les ramène. Mais comment est-ce que vous appréciez cette action de l'État ghanéen? Et puis, regardez aussi le profil des personnes qu'on ramène, des brouteurs et prostituées. Pensez-vous que l'honorabilité de l'État de Côte d'Ivoire ici est entachée? Non, pas forcément. Je ne vois pas en quoi l'honorabilité de l'État de Côte d'Ivoire serait entachée. Dans tous les pays du monde, il y a des hors-la-loi. Je veux dire qu'il y a des personnes qui vivent ces réalités-là, que ce soit des délinquants, que ce soit des vendeurs de produits interdits. Ça existe partout. Maintenant, par exemple, comparé à des pays comme la Libye, on voit ce que les migrants ils subissent là-bas. On dit qu'ils sont illégaux là-bas aussi, mais on voit que c'est la prison, c'est les exécutions, la maltraitance. Le Ghana qui est à côté, c'est vrai que c'est un pays voisin. Voilà, s'ils décident de rapatrier, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont au Ghana qui sont rapatriés. C'est un certain nombre de profils qui ont été identifiés dans une zone précise
identifiés comme pratiquant un certain nombre d'actes qui sont en porte-à-faux vis-à-vis de la loi ghanéenne. Donc c'est normal qu'ils puissent les rapatrier. Maintenant, on espère que l'État de Côte d'Ivoire, à travers la direction des Ivoiriens de l'étranger et les ministères régaliens, prendront leurs responsabilités pour prendre ces Ivoiriens en charge, parce que ce sont des citoyens ivoiriens. C'est vrai qu'ils sont étiquetés entre griffes comme pratiquant des activités hors la loi. Illicite. Mais justement, s'ils reviennent en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas encadrés, ils vont retomber dans leur travers. C'est ça. Voilà, la cybercriminalité aujourd'hui, c'est un crime. Donc il faut un programme pour eux lorsqu'ils rentrent. Un programme d'insertion et de réintégration pour eux. Marius Komoué, alors l'article est clair. Hein. Ils avaient été recrutés à Tanda. Nous avons donc 45 hommes et 21 femmes âgées de 19 à 54 ans. Recrutés à Tanda, à Nibilikro, en tout cas les zones Bondoukou, Nyanda, Boisseau et Abidjan, pour se livrer à des activités de cybercriminalité. Donc on a l'impression d'assister à un réseau. On les prend, on les amène au Ghana pour des activités. Et bon, dans le gouvernement ghanéen, dans son projet de lutter contre la sécurité, enfin dans son projet d'établir la sécurité dans le pays, les ramène en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Marius? Quoi de plus normal? Et bien évidemment, nos autorités n'ont de cesse de prôner justement ou de conseiller à nos ressortissants qui vivent dans la plupart des pays du monde de se comporter en conformité aux lois des pays qui les accueillent. Mais ils sont partis de façon illégale. Hein? Oui, mais il ne faut pas perdre de vue que lui n'est censé ignorer les lois. C'est ça. Alors, moi, Marius Komoué, personne ne peut venir me recruter pour aller faire du broutage au Ghana. La pauvreté, selon vous? La pauvreté au Ghana, la pauvreté est 2 fois plus accentuée qu'en Côte d'Ivoire. Oui, et nous savons de quoi nous parlons. Ah bon, parlez-nous un peu de cela. Mais vous savez bien que le Ghana traversait tout récemment une crise économique des plus accentuées. Bien sûr. Donc, ce n'est pas un pays de cocagne pour les Ivoiriens. Pour dire que, bon, ben, aller au Ghana aujourd'hui, c'est comme pour un Ivoirien aller en France ou aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des Ivoiriens pour se laisser recruter? On a 45 personnes. Daouda l'a dit, certainement, bon, il n'y a pas que le broutage. On nous parle également, au regard donc de l'enquête de l'officier ghanéen Eli Nart, il nous parle également de femmes prostituées. C'est tellement étonnant. Et que j'en Qu'est-ce qui vous étonne, Marius? Mais ça étonne parce que tout simplement, nous avons souvenance que par le passé, ce n'était pas les Ivoiriens qui faisaient ce travail au Ghana. C'est plutôt les Ghanéennes qui faisaient ce travail en Côte d'Ivoire. Vous avez des faits, vous avez des preuves? Mais bien entendu, c'est connu, c'est un fait réel, c'est connu dans toutes nos... Je demande, hein, parce qu'on ne peut pas affirmer comme ça qu'un pays... Non, c'est un fait réel connu dans l'histoire des 2 nations. Et d'ailleurs, à un moment donné, le gouvernement ghanéen a dû prendre des mesures drastiques pour demander justement, eu égard à la situation économique qui s'était améliorée au Ghana, en demandant donc à tous les ressortissants ghanéens qui traversaient ce genre de situation dans des pays limitrophes comme la Côte d'Ivoire, de regagner leur pays. Et donc, il y a eu une vague successive de femmes ghanéennes qui sont rentrées, et à la faveur également, pas même à la faveur, suite donc à la crise footballistique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, la dernière vague, Ashanti Kotoko, la dernière vague de femmes ghanéennes avait été violentée par des Ivoiriens et se sont retrouvées au Ghana. Et depuis lors, on n'a plus parlé de femmes ghanéennes. Mais de voir des Ivoiriens donc mais maintenant de voir des propres Ivoiriennes partir, aller faire ce travail là-bas, mais soyez sérieux. On peut bien gagner sa vie ici, bien que nous souffrons en Côte d'Ivoire, que d'aller faire de la prostitution au Ghana. Élisée Boloube, réaction? Oui, moi je pense à la suite de Daouda que l'État ghanéen prend toutes ses responsabilités. Et c'est tout naturel qu'on rapatrie des personnes déjà qui sont en situation illégale et qui encore exercent des activités illégales. Donc ça fait déjà 2 délits. En plus d'être dans une situation illégale, vous exercez des activités illégales. Donc l'État ghanéen n'a d'autre recours que de vous rapatrier dans votre pays. C'est ce qui est normal. Moi, je crois que tout ça, c'est symptomatique en fait de cette facilité à laquelle ça donne un certain nombre de jeunes. Ils pensent que la vie, c'est facile, on peut tout obtenir juste vraiment dans la facilité. Non, on obtient une vie paisible par le travail. C'est en travaillant et en travaillant de façon décente et dans les règles qui régissent même la profession ou bien l'État qu'on arrive à s'épanouir comme il se doit. En même temps, Élisée, est-ce que ça ne vous fait pas peur, un peu peur? Parce que est-ce qu'on n'assiste pas à un nouveau mindset, un réseau? Non, comment des Ivoiriens se retrouvent? C'est pour rebondir sur ce que vous disiez. Franchement, je pense que ça, c'est un réseau. C'est exactement le réseau. Je dis, c'est similaire à ce réseau-là qui
permet à certains jeunes de pouvoir aller dans les pays du Maghreb. Ceux à quoi on a assisté, où il y a toujours des SOS qui sont lancés, c'est des réseaux qui existent en réalité. Et je crois que c'est là-bas justement que les pouvoirs publics, notamment les forces de sécurité, doivent être beaucoup plus regardants. Il ne faut pas juste qu'on leur dise qu'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire et qu'on cherche à les insérer, mais il faut aller plus loin. Chercher à savoir justement qu'est-ce qui s'est passé, qui sont leurs contacts, comment tout ça a été mis en place pour qu'on arrive à une telle situation. Et c'est justement à la suite de toutes ces investigations-là qu'on pourra savoir ce qu'il en était et puis apporter des solutions concrètes. Très bien. Mais vous rejoignez Barry qu'il faut prévoir un programme pour... écoutons Daouda et puis ensuite Barry. En fait, moi, j'aimerais juste faire une précision. Parce que Élisée et vous disiez tantôt qu'ils sont partis de façon irrégulière. Techniquement, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, il n'y a pas d'irrégularité dans l'allée. Libre circulation. Tel que le texte est là, Daouda, on nous dit... Qui a parlé des partis je précise. Ils étaient attaqués de façon irrégulière. On n'a pas dit... Voilà. Ils sont installés au Ghana de façon irrégulière et ils exercent une activité irrégulière. L'idée, c'est qu'il faut préciser simplement qu'entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'aller et le retour, il n'y a pas d'irrégularité dans le départ. Maintenant... S'ils ne payent pas leur titre de séjour et autres, ils sont en irrégularité et ils posent des actes, qu'on appelle ça, délictueux. Mais j'aimerais juste revenir sur un fait qui est très important. Oui, Daouda. Parce que n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle le trafic d'êtres humains et c'est devenu... transfrontalier maintenant. C'est transfrontalier maintenant. Ouais. Donc, quand Marius Komoué dit que les Ivoiriens vont au Ghana, mais je peux t'assurer que si tu prends le quart de Lagos jusqu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi des Nigériennes qui sont en Côte d'Ivoire, il y a aussi des Maliens ou des Burkinabés ou des Guinéens ou des Sénégalais qui passent par d'autres réseaux. Donc en réalité, l'implication voilà. Donc l'idée en fait, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui ont été rapatriés du Ghana. Mais je pense qu'il doit y avoir en fait une coopération entre tous les pays de la CEDEAO de sorte à lutter contre cela. Parce que qui dit prostitution, ne cherchez pas trop loin forcément, il y a la drogue à côté. Il y a le grand banditisme à côté. Donc on a des réseaux forts qui sont... Il y a des réseaux forts. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir lutter contre ça. Et c'est un crime, c'est du grand banditisme. On ne regarde que ce cas isolé, mais c'est un peu plus grand à l'échelle sous-régionale en fait. C'est la précision que je voulais juste faire. Barry. Vous savez, la criminalité, c'est une construction sociale, d'abord. C'est un système. Il y a des acteurs à plusieurs niveaux. Donc, dans ce cas, comme Élisée et Daouda l'ont dit tout à l'heure, il y a plusieurs mécanismes, de fonctionnement, il y a plusieurs profils et il y a plusieurs types de criminalité. Ici, les deux qui sont identifiés, c'est la prostitution et le broutage. Et le broutage. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses. Peut-être que l'enquête va révéler. Mais il faut dire que vous pouvez aussi être victime d'escroquerie. Vous verrez par exemple des jeunes Ivoiriens à qui on fait miroiter autre chose. Par exemple, vous connaissez tous Simon Adengra. Oui, bien sûr. Tout ce dont il a été victime. Qu'est-ce qui nous prouve que parmi ces jeunes-là, il n'y a pas de potentiel Simon Adengra? Mais en tout cas, tel que le texte dit, le Ghana dit que c'est des brouteurs. Je dis que c'est une facette. Est-ce qu'on est rentré en profondeur? Parce que c'est quand on rentre en profondeur dans les enquêtes, on profile les individus, on trace leur parcours pour savoir réellement comment ils sont arrivés là-bas. Parce qu'ils peuvent se retrouver dans la cybercriminalité par accident. J'arrive dans un pays, je ne comprends pas la langue, celui qui m'a fait venir disparaît dans la nature comme Adengra. Donc il pourrait avoir des circonstances atténuantes, c'est ce que vous dites. C'est possible. Très bien. Mais pour ça, il faut approfondir les enquêtes. Merci beaucoup. Le temps que les enquêtes s'approfondissent, nous, on va essayer d'approfondir un sujet, messieurs. Après donc les échanges cordiaux entre le président de la République et donc le premier responsable des Générations et Peuples Solidaires, on nous a annoncé donc sur la toile qu'il y aurait donc une première vague d'exilés proches donc de Soro Guillaume, à commencer évidemment par le chef de cabinet, M. Thomas. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Les choses se normalisent dans l'objectif d'aller à 2025. Marius Komoué, réaction? Notre Constitution est très claire et sans ambages sur la question. Aucun citoyen ivoirien, aucun national ivoirien ne devrait faire l'objet d'exil, ne doit être contraint à l'exil. D'ailleurs, je me rappelle que M. Soro Guillaume, en 2012, au cours d'un meeting à Bobo, l'a rappelé à son auditoire. En 2012, hein? En 2012. Lorsqu'il parlait, il s'adressait justement aux Ivoiriens qui sont sortis du pays et qui se sont retrouvés au Ghana.
il leur disait qu'aucun citoyen, la constitution ivoirienne interdit qu'on contraint un Ivoirien à l'exil. Et c'est un fait. Donc, aujourd'hui, je suis bien heureux, et l'ensemble des usagers des services publics avec nous, que la situation politique nationale se normalise de plus belle. Très bien. Et donc, nous sommes tout à fait disposés à continuer à faire le lobbying auprès des décideurs sur la nécessité de faire entrer tous les fils et toutes les filles de ce pays pour que chacun, à son humble niveau, contribue justement à, j'allais dire, au développement de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, on a les images, hein, voilà, de rentrée d'exil. Le chef de cabinet du président du GPS, Soro Guillaume, rend visite donc à son Excellence Souleymane, donc on appelle Soul Soul. Les deux hommes se sont parlé, il y a bien longtemps qu'ils se sont vus. Élisée, comment est-ce que vous appréciez cette décrispation de la vie politique concernant justement le point du GPS? Non, mais je pense que ça a été toujours, moi je ai dit la trompette que j'ai toujours embouchée ici. Il faut que, autant que nous sommes Ivoiriens que nous sommes, tirer toujours les leçons de notre passé pour pouvoir construire et notre présent et projeter notre avenir. Je dis, et je le répète chaque fois sur ce plateau, l'erreur est humaine, mais c'est persister dans l'erreur qui est diabolique. Qui a fait l'erreur ici, dans ce cas de figure? Non, permettez que je ne puisse pas indexer quelqu'un qui ait fait quoi que ce soit. Je pense que tous les acteurs politiques, à leur niveau que ce soit, à commencer par les responsables du GPS, je pense justement comprennent la nécessité d'aller à la décrispation. Et ça, c'est quelque chose que je salue. Sur ce plateau ici, on a toujours évoqué la nécessité de vraiment aller à la décrispation. Comme je le dis, c'est-à-dire que les orgueils n'ont pas leur place quand on veut bâtir une nation et quand on veut avoir un destin national, l'orgueil n'a pas sa place. On accepte un ensemble de... On devient humble et on comprend. C'est pourquoi je dis toujours, tant que les hommes politiques ne changeront pas de paradigme pour comprendre que leur responsabilité et leur rôle, c'est d'être au service de la population et qu'ils penseront que la population est à leur service, on sera toujours dans des difficultés. Il faut bien comprendre votre point, Élisée Bouloube. Vous voulez dire que dans cette affaire, le GPS a été humble. L'attitude de Soro Guillaume vous fait dire, on paie les prix ici de l'humilité en ouvrant la porte aux autres de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est normal. Et puis, comme je le dis très souvent, l'humilité, c'est la marque des grands. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut rentrer en soi. On peut s'être trompé, mais dans le parcours, on se rend compte qu'on s'est trompé et puis on change, on revient. Et moi, je salue vraiment l'initiative des responsables du GPS. Maintenant, il faut aller plus loin. C'est-à-dire, c'est vrai, d'accord, les échanges avec le chef de l'État ont plus ou moins dégagé quelques nuages sur les relations. Maintenant, il faut poser des actes dans le quotidien qui vont renforcer cette confiance-là, ramener la confiance et la quiétude. C'est ce qu'il faut maintenant. Et vous aurez l'occasion de revenir sur les quelques actes que vous voulez voir être posés par le GPS. Barry, réaction à tout ceci, cette atmosphère de paix qui commence à remplir les sillons de notre pays? Moi, je suis un partisan du dialogue. J'ai horreur de la violence. Et je salue cette initiative-là parce que ça permet de vraiment décrisper l'atmosphère et de permettre à tous les acteurs politiques de s'exprimer. Je pense que les dirigeants du GPS ont décidé d'entamer une nouvelle dynamique dans leur démarche politique. C'est à saluer. Vous savez, en politique, rien n'est jamais fini. Rien n'est jamais figé. Rien n'est jamais figé. Tout est mouvement. Tout est processus. Ils ont adopté une posture par rapport à un contexte bien précis. Eux-mêmes ont décidé de revoir leur stratégie. Naturellement, le président de la République et le gouvernement n'ont aucun intérêt à maintenir qui que ce soit en exil. C'est les rabibochages politiques, les divergences qui ont peut-être amené un certain nombre d'acteurs politiques ivoiriens en exil. Mais le dialogue est toujours la solution pour pouvoir résoudre les différends. La violence verbale, les intrigues, ça ne marche pas. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et j'espère que bientôt, on verra M. Guillaume Soro revenir dans son pays tranquillement et continuer sa carrière politique. Daouda, comment est-ce que vous appréciez tout ceci, très cher? C'est une très bonne chose. Je vais m'aligner sur ce que les autres ont déjà dit parce que moi, je suis partisan de la non-violence. Comme Barry. Comme Barry, la guerre m'horripile, la rébellion m'horripile. Et donc, partant de ce principe-là, je pense que depuis des années en Côte d'Ivoire, ici, on a été habitué au discours guerrier, ça et là, qui
qui, au final, en fait, détruisent nos populations, qui font mourir beaucoup de jeunes. Si aujourd'hui, les uns et les autres commencent à discuter, à emboucher, pour parler comme Élysée, la trompette de la paix, forcément, je pense que la situation va se décrisper. Et parce qu'aujourd'hui, quand on regarde de 2010, de 2000 jusqu'en 2010, jusqu'à aujourd'hui, combien de personnes sont mortes? C'est cela. Combien de générations ont été sacrifiées? Combien de vies ont été sacrifiées? Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre l'ego de côté. Et moi, quand je vois cette image, je salue véritablement cette image. Cette image-là, oui. C'est une image qui est forte, c'est ce qu'on a envie de voir. Et on doit pouvoir la revoir. Et on doit pouvoir revoir cette image-là de M. Guillaume Soro et de M. Alassane Ouattara, se saluer, marcher main dans la main pour aller à la paix. Parce que quand les grands hommes politiques sont en paix, le peuple est en paix. Alors, et messieurs, le peuple vit bien. Justement, Daouda disait il y a eu tellement de morts, tellement d'amputés, tellement de douleurs, de femmes violées, de femmes veuves ou d'hommes qui ont perdu des enfants. Enfin bref, comment est-ce que les populations ou les militants ou les sympathisants, et là on va essayer d'aller un peu plus loin, devraient gérer leur passion politique, Daouda? En fait, on revient il y a un sur problème qui se pose en Côte d'Ivoire et ce n'est pas inhérent seulement au GPS ou au RAGP ou au PDCI ou au PPACI. Souvent de fois, les militants des partis politiques ont tendance à prendre en otage leur leader. Parce que même quand le leader veut poser un acte pour aller dans un sens, les militants vont dire autre chose et donc finalement on est coincé. Donc du coup, l'ego va essayer de prendre le dessus. Moi je veux dire, souvent il faut qu'au-delà même de l'homme politique, il faut que les militants aussi souvent essaient de jouer avec la pédale douce. Parce que ça peut changer. Parce que ça peut changer. Tu parlais en politique, rien n'est figé. Aujourd'hui, tu peux être fort, mais demain, tu peux être faible. Marius, comme réaction, pour vous, le next step, ça sera quoi? Une nouvelle vision de la vie politique en Côte d'Ivoire. Il faut, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, il faut tourner la page des discours guerriers. On n'en a plus besoin. Mais pendant que, justement, il se retrouve, du côté de la gauche, on commence à être... ça s'effrite, hein? Oui, mais tout est dynamique. Il a dit, en politique, tout est dynamique. Ne nous faisons pas peur. Très bien. C'est des personnalités qui ont eu pour certains de hautes responsabilités, à l'image de M. Soro Guillaume. Aujourd'hui, c'est lui-même, comme l'a dit l'autre, Élysée, qui a pris son téléphone, qui a appelé le président de la République. Il a certainement, de leur discussion, est advenu ces négociations qui ont permis la venue de son chef de cabinet, y compris la libération de son aide de camp. Bon, nous sommes dans une dynamique. Et puis, n'oubliez pas que la question également de l'éligibilité du président Gbagbo. Donc, tout ça trouvera solution autour de la table de discussion et nous les serons capables de le pouvoir faire. Se retrouver. Barry, justement, il parlait de l'éligibilité du président Gbagbo. Est-ce qu'avec un retour du président du GPS, on pourrait donc avoir un véritable dialogue politique qui pourrait faire taire les différents fronts? Retour sur la liste électorale, lui-même, Soro Guillaume, voir ses peines, puisqu'il a une double condamnation. Voilà, il a une condamnation. Voilà, comment est-ce que vous appréciez tout ceci? Non, moi, j'ai envie de dire que là où la politique s'impose, le droit s'incline. Ce n'est pas nouveau, ça existe depuis tout le temps. Moi, je pense que ce soit le cas du président Gbagbo, que ce soit le cas du Premier ministre Guillaume Soro, que ce soit le cas du ministre Charles Blé Goudé, leurs problèmes se résoudront et doivent se résoudre autour de la table des discussions. Et je pense que pour les élections présidentielles de 2025, c'est possible. On fait confiance à nos responsables politiques qui peuvent le faire. Maintenant, je voulais revenir sur un point, si vous me le permettez. C'est sur cette histoire de militants, d'ego. Comment est-ce que les militants devraient réagir? Vous savez, en sociologie politique, il y a un grand auteur, c'est un sociologue allemand qu'on appelle Max Weber, qui a parlé de la légitimité du leadership politique. Il a défini 3 types de légitimité. Il y a la légitimité traditionnelle, il y a la légitimité charismatique, il y a la légitimité légale et institutionnelle. Vous voyez? Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les acteurs politiques ivoiriens, vous les prendrez tous, du président Gbagbo au président Ouattara, au président Houphouët-Boigny. Ce sont des leaders charismatiques. Ils bénéficient d'une légitimité charismatique. Donc les militants, ils suivent et écoutent les faits et gestes de leurs leaders. Vous verrez que quand le leader change de discours, au niveau de la base,
il y a un apaisement. Avant le retour du président Gbagbo, tout le monde pensait que la Côte d'Ivoire allait, entre griffes, tomber dans la violence. Mais quand le président Gbagbo est venu, il a dit que lui, il veut discuter avec le président Ouattara. Quand il allait au palais présidentiel, il a dit au président Ouattara que c'était son frère. On va faire court. Vous avez vu qu'au niveau de l'opinion, au niveau des militants du président Gbagbo, ça a changé. Donc ce sont les acteurs politiques là qui sont responsables du comportement des militants. Tant qu'ils seront dans une dynamique de dialogue, les Ivoiriens, ce ne sont pas des gens violents. On les connaît tous. Très bien. Voilà, donc ça va. Élisée Boloube, il dit que tout dépend des militants. Mais est-ce que le militant, à un moment donné... Tout dépend du leader. Pardon, tout dépend du leader. Est-ce que le militant lui-même, à un moment donné, au vu de ce qu'il a dit, et la politique, tout change, tout bouge, c'est vraiment mouvement, est-ce qu'on ne peut pas se dire, attention, ces deux qui aujourd'hui se crient là-dessus, s'insultent, pourraient changer demain. Il faut que nous, on soit mesurés. À quel moment on prend ce postulat-là, Élisée? Oui, mais je pense que ça, c'est l'une des responsabilités des partis politiques. Les militants ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Mais rarement les partis politiques même organisent des séminaires ou des conventions ou des... Pour former leurs militants. Comme ce qu'on voit souvent en Europe, ou des vacances d'été, des universités d'été à l'endroit des militants, où on va former les militants sur la question même politique et tout ça. Combien de partis le font? Chaque fois qu'ils convoquent les militants, c'est pour leur donner des mots d'ordre. Des mots d'ordre, souvent des mots d'ordre de violence même, qui vont tomber, des mots d'ordre de protestation, de revendication. À aucun moment, on organise de ces conventions de cette nature-là où on va former les militants sur la question même politique et autres. Et ça, c'est important. Mais je dis quelque part, quand je prends du recul, je me dis, mais c'est fait à dessein. Parce qu'ils savent que si les militants, justement, sont formés et sont enclins à la chose politique, ils comprennent, il y a des mots d'ordre qu'ils vont donner qui ne seront pas suivis. Donc pour vous, l'analphabétisme politique est fait Oui, il y a une volonté manifeste de pouvoir toujours manipuler les masses. Donc tant qu'on les embrigadera dans une certaine posture, on pourra à tout moment les orienter. On pourra les orienter comme on veut. C'est pourquoi je dis la responsabilité. Barry l'a si bien présenté. Il faut que nos hommes politiques comprennent. Mais une chose est certaine, parce que comme je le dis, aucun système n'est éternel. Tôt ou tard, ça prendra fin. Et aujourd'hui, je pense que les hommes politiques ivoiriens l'ont compris. Les Ivoiriens, de plus en plus, sont en train de comprendre et ont l'esprit qui commence à s'ouvrir. Daouda, qu'est-ce qui se passe? De plus en plus, commencent à comprendre. Qu'est-ce qui fait dire qu'on comprend et que nos esprits commencent à s'ouvrir, Élisée? Mais, Christelle, je vais juste prendre comme exemple, baromètre, les réseaux sociaux. On regarde un peu comment les gens s'affrontent. Chaque fois quand vous allez sur les réseaux sociaux, regardez les propos des hommes politiques, comment c'est commenté sur les réseaux sociaux. Ceux qui généralement ont des propos vindicatifs, allez-y sonder un peu les commentaires en bas. Vous verrez la posture des Ivoiriens. Ça va vous donner une petite idée de ce que les Ivoiriens passent. Et vous allez voir, aujourd'hui même, commencer à sonder les appels, ces 5 dernières années, les appels qui sont allés dans le sens de la violence, comment les Ivoiriens ont réagi. Les appels de mouvements qui avaient tendance à aller vers la violence, comment les Ivoiriens ont réagi. Très peu sont sentis concernés. Parce que, comme je le dis, on ne peut pas décider de construire l'avenir si on ne jette pas un coup dans le rétroviseur. Tu ne peux pas sortir de ce dont tu es sorti en 1999, en 2002, en 2010 et continuer de te comporter comme si de rien n'était. Est-ce que vous partagez le point de vue d'Élisée? À moitié. Parce que moi, c'est vrai qu'eux, ils mettent toute la responsabilité sur les partis politiques. Et le leader, justement. Si le leader politique. Mais disons-le clairement, aujourd'hui, quand ils regardent tous les partis politiques, M. Gbagbo Laurent nous a dit dernièrement ici que j'ai été tarabusté par mes militants pour que je sois candidat. Oui, je le suis. Mais en même temps... C'est un discours politique. Non, ne nous dites pas que c'est un discours. Non, ne le dites pas. Permettez. Parce qu'aujourd'hui, on a reçu le ministre Mamadou Touré ici. On a reçu d'autres ministres ailleurs qui sont là. Alassane Ouattara sera notre candidat naturel pourtant. Mais rappelez-vous en 2020, lorsque M. Alassane Ouattara dit que je ne serai pas candidat, qui sort? C'est M. Adama Bictogo pour dire Alassane Ouattara sera notre candidat. Et les militants l'ont poussé jusqu'à ce qu'il soit candidat. Non, c'est pas comment ça s'est passé. Vous voulez en venir rapidement pour ce que je veux dire rapidement, c'est que ne faites pas croire que le leadership des leaders politiques est tellement fort que, comment on appelle ça, c'est eux qui tiennent les militants. Souvent, c'est les militants qui tiennent ces leaders politiques-là en otage. Vous n'êtes pas d'accord rapidement avant que c'est juste pour préciser quelque chose, parce qu'il a dit n'était pas juste. En fait, tu viens de confirmer ce qu'on est en train de dire. Quand le président Ouattara décide de ne pas être candidat, aucun ne s'oppose. Il dit, voici le candidat en 2020, s'appelle Amadou Gon. Tout le monde est derrière Amadou Gon. C'est quand cette circonstance qu'on connaît arrive, qu'il décède, que finalement on remet les choses à bloc. Sinon, quand il a dit non, ça a été non. Mais qui pousse Alassane Ouattara à être candidat? C'est les militants. Est-ce que le même Alassane Ouattara n'aurait pas pu dire
ok, comme il est décédé, on va chercher un autre candidat. Quand Alassane Ouattara a pris la décision, est-ce que les militants n'ont pas suivi? Messieurs, personne n'est sorti. Le débat va continuer après. Ils se prennent tous en otage. Le débat va continuer après. Dans tous les cas, c'est une lucarne que nous lançons justement aux populations, aux militants des partis politiques. Attention à ne pas justement se laisser souvent manipuler et penser à votre vie, votre développement, au développement de cette nation. À tout de suite. L'affaire des 1500 francs au kilogramme du prix du cacao n'aura pas fini en tout cas de faire parler. Nous recevons justement à ce sujet M. Thibaut Yoro. Bonjour M. Thibaut. Bonjour madame. Je dis bonjour, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Vous dites le prix de 1500 francs est bon. Tandis que d'autres nous disent non, c'est pousser les producteurs à la misère, ce n'est pas normal. Vous êtes en accord. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous dites que ce soit bon? Quels sont les éléments que vous avez? D'accord, d'entrée de jeu, je voulais d'abord vous dire merci. C'est notre plaisir. Merci au nom du président Seydou Kébré, président national de la Centrale syndicale agricole, et au nom de tous les producteurs, tous les planteurs de café cacao. Et merci aussi à la FTV qui nous donne l'opportunité de nous prononcer. Cela dit, effectivement, le prix, nous l'avons salué. Nous l'avons salué parce que pour nous, c'est un prix historique. De mémoire de l'histoire du cacao en Côte d'Ivoire, nous n'avons jamais connu un prix Borchamp 1500 francs. Alors donc, sans entrer dans les techniques, dans les calculs techniques, pour nous, il est d'abord satisfaisant ce prix. Mais on ne dit pas qu'on vit sur un paradis avec ce prix. Mais nous sommes d'abord contents qu'on ait eu soit arrivé un prix, à 1500. qu'on soit arrivé à 1500. C'est d'abord ça qu'il faut saluer. Très bien. Et Daouda, réaction? Aujourd'hui, vous dites que vous êtes content avec les 1500, mais les hommes politiques, notamment ceux du PDCI et du PPACI, estiment que ce prix-là est misérable, pour le dire ainsi. Ils se disent qu'on pouvait aller jusqu'à 2500 francs, voire 3000 francs, comme dans certains pays. Et vous vous contentez du peu que vous avez dans la main. Est-ce que vous mangez à la table des rois, des gens du cacao? Non, ce n'est pas une question de manger à la table des rois ou bien manger à la table des pauvres. C'est une question de réalité. Nous sommes réalistes et nous ne sommes pas des politiciens. Vous savez, les politiques, ils font sur le politique. Donc, ça, c'est des discours politiques qu'ils tiennent. Ça veut dire que vous prenez ce qu'on vous donne, c'est ça? Non, pas qu'on prend ce qu'on donne. Voilà, mais nous sommes réalistes parce qu'il y a d'abord le système en lui-même qu'il faut regarder. Nous avons un système stabilisé qui est différent des autres systèmes dans les autres pays. Donc, pour nous, les discours qu'on attend ça et là, bon, on ne fait pas trop attention parce que c'est des politiques. Ils font leur travail, donc on n'en tient pas trop compte. Élisée Boloube. Ok, moi, ma question elle est relative en fait, au respect même de ce prix. Parce qu'on sait que c'est l'un des défis, en tout cas depuis quelques années, le respect des prix Borchamp fixés par le gouvernement. Vous qui êtes dans la centrale syndicale agricole, est-ce qu'aujourd'hui vous confirmez que depuis quelques années, avec le combat mené par le Conseil Café Cacao, les prix Borchamp sont effectivement respectés? Oui, effectivement, on peut le dire oui et non à la fois. Allez-y. Oui, parce que l'État a pris des décisions. Donc, le non-respect du prix, c'est une infraction. Ça, c'est d'abord l'accompagnement que l'État fait. Donc, à ce niveau, le prix, il est surveillé à ce qu'il soit respecté. Ça, c'est l'idéal. Est-ce qu'il est respecté sur le terrain? Non, il n'est pas totalement respecté. Parce que souvent, on a des contraintes de voirie, d'accès de voirie. Voilà, donc, il y a des acheteurs qui font le petit malin. Quand les zones de production ne sont pas accessibles, ils jouent sur le prix. Vous comprenez? Mais il y a une traçabilité qui est mise en place par le Conseil, parce qu'il y a des tickets pour justifier que ce prix-là est vraiment payé comme il se doit. Mais quand ils sont pris, ils sont face à la loi. Ah, très bien. Donc, vous nous confirmez que depuis un certain temps, quand même, des efforts sont faits pour que ce prix Borchamp fixé soit respecté? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Barry? Aujourd'hui, moi, je vais poser une question sur vos réalités. Je vais parler des producteurs sur le terrain. On voit tous les conséquences du réchauffement climatique. C'est vrai que nous sommes à Abidjan ici, mais vous qui êtes les producteurs de cacao, par rapport à votre activité quotidienne, quel est l'impact du défi climatique sur vos activités? Oui, mais l'impact du défi climatique, il est énorme et il se ressent déjà. Déjà, quand on voit les prix qui grimpent à l'international, c'est en partie la conséquence du réchauffement climatique. Voilà, c'est en conséquence, la conséquence de tous ces trucs conjugués-là qui font que le cacao manque, il n'a pas produit, il y a la sécheresse, donc du coup, le produit se raréfie. Et cela fait monter les coûts à l'international. Voilà, donc tout va de pair, quoi. Barry, vous voulez faire une relance? Allez-y. Par rapport au coût à l'international, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour vous-même pour avoir un prix au-delà de 1500 parce que c'est la réalité du marché?
Oui, bon, pourquoi vous dites 1500? Je dis au-delà. Non, je suis d'accord. Au-delà. Voilà, bon, d'accord. On souhaiterait bien oui, au-delà. Nous aussi, on souhaiterait avoir 1500. Mais vous savez, de mémoire, les campagnes intermédiaires. Vous n'avez pas 1500? Vous avez dit que vous souhaitez avoir 1500. Non, j'ai mal compris. Dit, on souhaite, on a déjà 1500. Bien sûr. On veut même aller au-delà. C'est l'idéal pour un producteur. Et puis même pas 10 000, même 20 000, pourquoi pas 30 000 le Bien kilo. sûr. On le souhaite. Mais je veux dire, on est à 1500 d'abord parce qu'il y a d'abord les calculs qui se font. Voilà. Le système, il est garanti, comme on l'a dit tantôt, et il est stabilisé. Donc, selon les calculs, quand on prend le prix moyen, voilà, normalement, on devait se retrouver à 1200, 1300 à peu près. Voilà. Mais nous sommes aujourd'hui à 1500, qui fait 64% environ. Vous voyez, donc pour nous, c'est un effort. Du prix CAF. Du prix CAF. Parce que nous, on vend au CAF. C'est cela. Voilà. Si on vendait au FOB, peut-être que ça allait diminuer un peu certaines charges, mais on vend au CAF. Donc, du coup, il y a certaines charges qui impliquent. Écoutons Marius Komoé avant d'écouter. En tout cas, je prends du plaisir de me retrouver en face de vous. Moi qui suis issu d'une région donc, productrice donc, de café et de cacao, la région de l'Est, d'Abengourou, plus précisément. Vous n'ignorez pas, puisqu'en tant que syndicat de défense des droits et de protection des intérêts des producteurs, vous n'ignorez pas du tout les réalités qui sont les leurs. Vous savez bien même que pour une ordonnance de 1000 francs, des producteurs n'arrivent pas à se soigner et meurent dans la désuétude. Vous n'ignorez pas également que des gens sont assis dans des bureaux climatisés, ici à Abidjan et partout dans le monde, à Londres, à la bourse de New York et autres, et fixent le prix du cacao au détriment justement de ceux qui souffrent pour faire exporter le cacao à l'extérieur du pays. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que l'État a toujours chanté que ce pays repose sur l'agriculture. Question Marius. L'un mis dans l'autre. Le succès de ce pays. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Oui. Cela dit, qu'est-ce que cela vous revient? Êtes-vous vous-même d'abord producteur? Si oui, alors qu'est-ce que cela vous fait de savoir que beaucoup des vôtres, on connaît les travaux champêtres, on sait les difficultés, on connaît la réalité sur le terrain. Vous savez les fourmis maniants, vous savez les kilomètres de route que parcourent ces producteurs à pied pour aller justement produire. Il va répondre. Et pourquoi donc un tel prix qui peut vous satisfaire là où sur le marché mondial, pour la première fois de l'histoire du cacao, nous frôlons la barre de près de 6 000 francs le kilogramme. Très bien. Merci. D'abord, pour vous démontrer voilà, le justif, je suis un producteur, je suis identifié. On peut voir, s'il vous plaît, c'est très important. Donc, je suis donc identifié sur les censés par le Conseil Café Cacao. C'est cela, c'est cela, c'est cela. Voilà. Concernant la misère endémique que les producteurs vivent, c'est vrai, c'est malheureux. Mais c'est un constat que nous faisons parce que sous nos tropiques, nos pays, on ne peut pas gagner plus de plus-value parce que simplement, on ne transforme pas. Vous comprenez? Nous vendons les fèves brutes. Donc, il est toujours évident que nous allons rester à la traîne. Très bien. Alors, voilà, il est important de préciser, de le montrer, de prouver aux téléspectateurs que M. Thibault, secrétaire général donc, de la Centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire, est véritablement outillé, donc producteur, outillé pour parler de cette cause-là. Allez-y. Voilà, donc je disais que depuis l'indépendance, donc depuis le système colonial, nous avons hérité de la commercialisation des fèves brutes. Vous comprenez? Mais c'est un défaut qu'il faut que nos gouvernements essaient de changer. Nous-mêmes, nous y mettons, mais nous n'avons pas les moyens parce que nous sommes des producteurs. Vous savez, construire une usine, une unité de transformation, ça coûte beaucoup cher. Vous voyez, c'est vrai que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pris l'initiative, bien a acté son initiative de transformer 50% de la production. C'est une bonne idée. Mais quels sont les moyens qui accompagnent? Quels sont les moyens? Selon vous, il n'y a pas de moyens qui accompagnent? Non, il n'y a pas de moyens. Au-delà des facilités fiscales et autres, mais ce n'est pas là le vrai souci. Le vrai souci, c'est au niveau de l'actionnariat. Un planteur, est-ce qu'il a les capacités financières pour être un actionnaire dans une unité de transformation? Je dis non. Est-ce à dire qu'au regard de tout ce que vous venez de dire, est-ce à comprendre que la question de la transformation nous-mêmes, de nos matières premières, à commencer par le café et le cacao, s'impose aujourd'hui et de façon, et avec acuité à l'État de Côte d'Ivoire? Bien sûr, on va passer à Daouda. Bien sûr, la question de la transformation s'impose avec acuité. C'est même une exigence aujourd'hui. Est-ce votre démarche auprès des pouvoirs publics? Mais bien sûr, c'est notre démarche. On a même été en Italie, on s'apprête encore à aller en Belgique. On voyage pour négocier, pour voir négocier des partenariats, pour voir comment implémenter des unités de transformation dans nos différentes régions. Écoutons Daouda, je vous prie. D'entrée de jeu, vous avez dit que de mémoire de planteur,
de cacao-culteurs, vous n'avez jamais vu le prix du cacao passer à 1500 francs CFA. Borchamp. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, ici, la méthode stabilisée a été testée, après on est parti à la méthode libérale. Vous, en tant que cacao-culteur, quand vous analysez les deux méthodes, laquelle est la meilleure? Bon, je dirais... Selon vous, hein? À chaque système, il y a des avantages et des inconvénients, vous voyez. Essayons de les établir. Voilà. Au niveau de la stabilisation, le revenu du producteur, il est garanti, il est sécurisé. Donc, la sécurité, elle est garantie avec la stabilisation. On peut faire une projection sur une période bien donnée, sur une campagne, sans se tromper. C'est cela. Vous voyez, donc on peut faire des projections du développement de son activité, tout et tout, il n'y a pas de souci, avec la stabilisation. Par contre, avec la libéralisation, on est donc adossé à la fluctuation incessante des prix. Donc, on ne maîtrise pas, on ne peut pas faire une projection... On ne maîtrise pas sur les coûts mondiaux. Sur les coûts mondiaux. Mais les producteurs, à ce moment, dans ce système-là, arrivent eux-mêmes à fixer leurs prix. Ils sont en face donc des gros acheteurs. Comme au Cameroun, par exemple. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit, mais nous, on l'a expérimenté ici, chez nous. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système stabilisé. Pourquoi? Parce que l'État a constaté des dysfonctionnements. Vous voyez, la libération de 2019 à 2011, nous étions dans un système libéralisé. Mais on sait ce que ça a donné. Ça a donné quoi? Qu'est-ce que ça a donné? De 1999 à 2011, qu'est-ce que on ça a était donné? dans un système libéralisé. Mais il y a eu beaucoup de détournements, il y a eu beaucoup de déperditions. Donc on vous a donné le pouvoir, mais vous n'avez pas su gérer, c'est ce que vous dites? Non, 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 pas qu'on n'a pas su gérer. Vous voyez, nous sommes des humains. Nos dirigeants qui étaient là hier, je leur rends hommage d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont morts, il y a quelques-uns qui sont encore là. Mais je veux dire, l'État était aussi là. L'État, son rôle c'est aussi de veiller à ce que les choses soient bien faites. Donc l'État aussi a sa part dedans. Ce n'est pas seulement les producteurs, je ne veux pas lancer la pierre aux producteurs. Voilà, vous voyez. Donc l'État aussi a sa part. Et il y a aussi le poids de la politique qui a aussi gêné la gestion de ces dirigeants d'alors. Le poids de la politique, c'est-à-dire? Le poids de la politique politicienne qui a détruit ou bien qui a dénaturé. Qui s'est immiscé dans le système. Qui s'est immiscé dans la gestion de la filière café-cacao. Tout à l'heure, je crois que le monsieur a parlé de deux partis politiques que je n'ai pas envie de nommer ici, mais déjà qui ont géré le pays, qui ont géré hier le pays. Et donc, c'est ceux-là qui dirigeaient qui dirigeaient. Autant de la libéralisation, les producteurs. Bien sûr, qui dirigeaient. C'est ce que vous dites. C'est ce que je veux dire. Donc, si aujourd'hui ils viennent, bon, je ne sais pas si c'est un nouveau système qu'ils apportent, mais c'est le même qu'on a déjà essayé hier, dont on connaît déjà les défaillances. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est pourquoi on est revenu à la stabilisation, parce qu'on a fait des constats. C'est pourquoi nous, à la centrale, nous disons que, ayant pratiqué la stabilisation, on est venu à la libéralisation, on est aujourd'hui à la stabilisation. Oui. Nous proposons donc un système hybride. Un système hybride. Le système hybride veut dire quoi? D'abord, on souhaite stabiliser, c'est-à-dire qu'un prix minimum de garantie qui est déjà bon, que ce soit 1000 francs, 2000, 1500, peu importe. Mais le prix est stabilisé, il est garanti. Maintenant, le palier libéralisé, lui, il est là. Il rentre en ligne de compte lorsqu'il y a une flambée des prix à l'international. Les ponctions qui vont s'ajouter vont être reversées aux producteurs. Puisqu'on est désormais tracé, on a des cartes, on est identifié. Bien sûr. Donc, on fait le cumul des ventes sur la période et puis on va reverser ça à chaque producteur selon son identifiant, bien entendu. Mais M. Thibault-là, en ce moment, quand moi je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui veut le beurre, l'argent du beurre, et au final, peut-être même le sourire de la bergère. Non, c'est pas que... Oui, mais si on veut le beurre et l'argent du beurre, c'est de bonnes guerres. Parce qu'on ne travaille pas pour devenir mouton. On travaille pour gagner et on travaille pour payer mouton. Mais vous avez l'impression qu'en ce moment, en tant que producteur, vous travaillez pour ne rien avoir, c'est ce que vous dites? Non, pas ça. C'est-à-dire qu'on travaille en ce moment, ce qu'on a, on gagne, il est bon. Parce qu'une tonne, on a 1,5 million. C'est pas rien. Vous comprenez? C'est pas rien parce que hier, c'était 300, c'était 400 francs, donc 1500, relativement, c'est pas rien. Mais je veux dire, on souhaiterait même avoir plus que ça. Très bien. Voilà, écoutons Élisée qui a un point pour vous. Ok, je trouve en tout cas la proposition de mécanisme hybride très intéressante, honnêtement dit. Maintenant, ce que je veux juste savoir, est-ce que ça fait l'objet d'un échange avec les pouvoirs publics? Merci Élisée, c'est la question que vous allez poser. Si oui, qu'est-ce qu'ils en disent? Avec votre tutelle, qui est le Conseil Café bien Cacao. sûr, le Conseil Café Cacao et nous sommes en discussion sur la question. Ouais, c'est des thèmes techniques qu'il faut regarder de fond en comble. Donc, avec les techniciens du Conseil, nous sommes en train d'approfondir cette question-là pour voir comment adapter
ce système hybride-là. Mais ça veut dire déjà qu'ils sont ouverts à la discussion. Bien sûr, ils sont bien ouverts à la discussion. Nous travaillons là-dessus, ils sont ouverts à la discussion. Parce que la filière café-cacao, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. C'est vrai que le directeur général du Conseil café-cacao a beaucoup fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce que c'est une filière qui, ma foi, qui emploie près d'1 million de producteurs. Le million est recensé, hein, ce que je dis. Voilà. Mais ceux qui ne sont pas recensés, qui sont greffés à l'activité café-cacaoyenne, ils sont nombreux, c'est pratiquement la moitié de la population. Alors j'ai eu l'opportunité de rencontrer des femmes productrices de cacao qui venaient du Ghana. C'était des femmes ghanéennes qui avaient, elles, chez elles, accès à la terre. Est-ce qu'ici, quelle est la problématique autour de cette affaire? Est-ce que les femmes ivoiriennes ont accès à la terre et quelle est leur place dans votre centrale syndicale? Oui, effectivement, il y a des femmes, les femmes ont droit à la terre en Côte d'Ivoire parce que la loi sur le foncier ne fait pas une restriction à la femme. Mais il faut dire aussi que dans nos coutumes, il y a des pesanteurs coutumiers qui font que la femme ne peut pas lutter l'héritage foncier avec les hommes. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Quel est votre point de vue? J'aimerais vous entendre. Mon point de vue, il y a d'abord des voix plus autorisées, je veux dire des organisations féminines qui font ce combat-là. Non, je ne le fais pas. Voilà, comme le secrétaire général du central syndical, oui, bien vous devez porter ce combat aussi. Oui, ce combat, on le porte d'ailleurs dans notre bureau. Nous avons des femmes avec nous. Il y a des femmes PCA de coopératives, tout ça. Est-ce qu'elles ont droit à la terre? Est-ce qu'elles ont de la terre? Bien sûr, elles ont de la terre. Elles ont de la terre. Mais je veux dire... Pas en location, propriétaire, je parle. Bon, pas forcément en location. Souvent, c'est en héritage. Mais je veux dire, petit à petit, ça rentre dans nos mœurs. Ça commence à rentrer. Voilà. Ça commence à rentrer. Non, c'était Daouda qui voulait prendre la parole. Allez-y, Marie. D'accord. Bon, merci, Daouda. Merci de me redonner la parole. Alors, vous savez, la question de la transformation, moi, me préoccupe. Parce que pour nous, aujourd'hui, continuer à exporter notre cacao et notre café en produits bruts après plus de 60 ans d'indépendance, et je pense qu'on n'a vraiment pas avancé. Et donc, en tant qu'organisation syndicale, il serait bon, parce qu'un planteur qui voit ses revenus augmenter, c'est une multitude de jeunes Ivoiriens qui pourront naturellement aller à l'école et pouvoir prétendre réussir. Pour nous qui venons de ces régions-là, nous nous battons pour que justement, de plus en plus, et avec vous, les syndicats, de sorte à ce que l'État place au cœur de ses préoccupations, non l'exportation tout azimut de notre café et de notre cacao à l'Europe, qui transforme notre café et cacao, revient nous vendre plus cher qu'ils nous l'ont acheté Borchamp. Il est temps désormais qu'on produise qu'on transforme, même en première transformation et aller vendre ces poudres-là en Europe que d'envoyer en brut et ils vont transformer, venir nous vendre en produits finis avec des chocolats qu'on ne peut pas payer et dont nos enfants n'ont même pas accès dans nos villages. Merci beaucoup. C'était une contribution. Ce point avait déjà été abordé. Rapidement, une réaction, puis on va écouter Daouda Élysée. Oui, vraiment, je vous remercie pour nous appuyer et je crois que c'est le rôle des médias, des journalistes. Nous, on vous appelle secours de nous appuyer, de nous accompagner sur la question pour qu'ensemble, nous fassions un lobbying auprès des décideurs afin qu'effectivement, cela soit acté. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai la loi ici, le code minier. L'article 7 du code minier dit « Tout porteur de projet minier concède 10% de ses actions à l'État. » On pourrait changer pour dire « Tout porteur de projet de transformation de café-cacao concède... » De transformation agricole. De transformation agricole même, il faut aller plus loin. Est-ce que vous avez un code du cacao ici en Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas encore. Vous allez y travailler. Concède 10% à 15% de son capital de facto à un agriculteur, bien à une coopérative, à un groupement constitué. Vous voyez, le faisant, l'État aura aidé. Parce que quand on dit qu'on veut construire des champions nationaux, mais les champions nationaux, on les construit avec quoi? Il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'accompagnement. Donc, il ne s'agit pas de dire des paroles. C'est vrai, la volonté y est. Nous encourageons l'État de Côte d'Ivoire, nous encourageons le gouvernement, mais qu'ils aillent plus loin. Et nous interpellons ici, nous invitons donc son Excellence le Président de l'Assemblée nationale avec ses députés, qu'il penche sur la question des pauvres planteurs que nous sommes. Nous avons des difficultés. Il faut qu'on nous aide au niveau de la transformation. Le palier de production, nous le maîtrisons. La commercialisation nous échappe. La transformation, si on y prend garde, elle va encore nous échapper. Très bien. Que l'État se mette afin qu'une loi soit prise pour contraindre ces multinationales qui ont assez de moyens et ces lobbies qui ont assez de moyens pour vraiment nous aider afin que nous rentrons dans le capital par une loi. Ça, c'est une de nos propositions. Question Daouda, Élysée, et ensuite on termine avec Barry. Vous voulez de faire un véritable
plaidoyer que j'apprécie beaucoup. Maintenant, moi, ce que je veux savoir concrètement, à la table de discussion d'un certain niveau, est-ce que les cacaoculteurs sont représentés? Merci. Votre question m'amène à saluer l'initiative de la mise en place de l'interprofession qui est en cours en ce moment par le Conseil Café Cacao. Vous savez, l'ordonnance qui a créé le Conseil Café Cacao date de 2011. De 2011 à aujourd'hui, nous sommes à 13 ans pratiquement. Cette interprofession n'a jamais été mise en place parce qu'il y avait défaut de recensement. Les producteurs, entre-temps, n'étaient pas recensés. Alors, on ne savait pas à qui on avait affaire. Tout à l'heure, je vous ai montré mon récépissé. Oui. Donc, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, le Conseil Café Cacao a donc lancé la mise en place effective de cette interprofession. L'interprofession Café Cacao va donc régler la question de la représentativité des producteurs dans les instances de décision et de direction de la filière Café Cacao. Donc, à ce niveau, nous croyons que nous aurons bientôt nos représentants crédibles et valables pour parler avec les décideurs de l'État. Sinon, pour l'heure, on prend des gens au pif, on prend des décrets et puis bon, des amis parfois qui sont nommés au nom des producteurs, souvent qu'on ne connaît même pas. Et souvent qui ne seraient pas producteurs. Ils ne connaissent même pas les difficultés que nous vivons. Très bien. Alors, nous, on a presque fini l'émission. Il nous reste une demi-seconde, vraiment la demi de la demi, quoi, comme j'aime à le dire. Élisée Barry qui parle. On va laisser Barry parler. Merci. Alors, Élisée. moi, je veux savoir, concrètement, au niveau des grands arbres dans vos champs de cacao, parce que l'ANADER en avait parlé à un moment donné. Moi, j'avais participé à une étude sur les grands arbres. Vous, personnellement, dans votre champ de cacao, vous avez combien de grands arbres? Oui, non, là, vous parlez du projet d'agroforesterie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ouais, non, bon, je ne peux pas compter. Je ne compte pas parce que nous sommes encore, pour le moment, à une agriculture familiale ou bien chose, comment appeler ça, traditionnelle. Ouais. Voilà, donc nous avons des arbres. C'est maintenant que ce projet, on l'appelle agroforesterie. Sinon, ça existait, hein, ça existait. C'est seulement la dénomination qui change. Est-ce que vous êtes encore victime on a terminé. Hein. Ah oui, désolé. On a terminé. Vraiment, je suis désolée. Mais monsieur Thibault Yoro, c'est très intéressant de parler avec vous. Café Cacao. Vous dites oui, on est content pour le prix, mais en même temps, vous lancez par derrière un cri de cœur. Et je crois que les politiques, les autorités vous ont comprise. Surtout d'être assis vous-même aux tables de décision pour parler vraiment de la voix des producteurs. Merci beaucoup. Merci. Plein succès dans vos plantations. Merci. Et on espère que le prix montera, pourquoi pas, un jour à 3 000. Bien sûr, comme on est à l'intermédiaire, il est évident que ça peut monter. À la grande traite, ça va monter. Et ça, on a vraiment un grand Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire général de la Centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire et vous vous dites très content du prix des 1500, mais il y a des efforts à faire. Marius Komoué, Daouda, Barry, Élisée Boloubeu, merci d'être venus les amis. Merci. On se retrouvera donc demain. Merci de nous avoir suivis. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Merci.